Dans InDesign, nouveau document. Donc, on va mettre les valeurs en pixels ou en points, ça reviendra au même puisque dans InDesign c'est la même chose. Mais mettez pixels, c'est pas plus mal. On va mettre orientation horizontale et on va indiquer 1920 sur 1080. Voilà. On va décocher page en vis-à-vis parce que, évidemment, il n'y a pas de notion de double page de gauche et de droite dans un document interactif. Ce sont des pages qui se succèdent et on voyage dans les pages comme un site web, quoi. Ok, au niveau des pages, on peut laisser sur 1 pour l'instant. Bloc de texte principal, vous ne le cochez pas parce que ça mettrait un bloc de texte dans le gabarit et ça va nous embrouiller. Voilà, au niveau de la gouttière, on pourrait mettre ça à 0, comme ça on se débarrasse de la notion de gouttière. C'est comme ça qu'on enlève les gouttières sur les documents InDesign, 0. Ok. Et les marges aussi, voilà les marges. C'est surtout les marges que je voulais mettre à 0, voilà. Parce que la gouttière, de toute façon, il n'y en avait pas puisqu'on n'a qu'une seule colonne. Ok, alors voyons un peu ce que ça donne derrière. Eh ben, ça a l'air de fonctionner, impeccable. Donc je dis ça, ça a l'air de fonctionner impeccable parce que j'ai plusieurs InDesign dans mon ordinateur. Il y en a certains sur lesquels il y a les fonctionnalités de création de documents japonais qui sont installées. Et parfois, c'est compliqué quand on veut créer un document, il faut contourner la boîte de création de nouveaux documents. Mais là, je suis dans la version 2018 d'InDesign. Je crois que c'est dans la version 2019 que j'ai des fonctionnalités japonaises. Donc, c'est pour ça que tout roule ici, ça marche. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, hein. Vous avez indiqué ce qu'il faut, on clique sur créer, voilà, et on va l'enregistrer. Donc, je vous propose de créer un dossier pour aujourd'hui. Cours de communication multimédia 1 sur 4, par exemple. Et le document, je vais l'appeler test-01. Oui, test-01, pourquoi pas, voilà. Alors voilà, on va faire quelques petits tests ici. Donc on va faire ça pour commencer. Simplement, on ne va pas commencer à aller chercher des images, des sons, des vidéos. Pour comprendre l'interactivité dans InDesign, on va faire ça avec des blocs de couleurs. Donc vous allez pouvoir prendre l'outil de création de blocs de couleurs là. Alors, voyons un peu ça. Si vous faites un bloc là sur le document, il a d'office un cadre noir. Oui, il a d'office un cadre noir. Ok. Il y en a parce que vous avez mis le contour noir. Et toi, tu n'avais pas de contour noir? Non, j'ai pas. Super, voilà. Alors, on va lui mettre de la couleur. Prenons les bonnes habitudes, hein. Plutôt que de double-cliquer à la manière Photoshop sur le nuancier ici, on va créer une couleur dans le nuancier comme ça. Si on veut modifier la couleur de plusieurs objets d'un coup, par le nuancier, ce sera possible. Donc vous allez chercher fenêtre couleur nuancier. Et on va aller créer une couleur. De fond pour le bloc. Donc vous avez mis la case de fond en avant-plan dans la palette des outils, vous avez votre bloc qui est sélectionné. Nouvelle couleur dans le menu du nuancier. Tant qu'à faire, puisque c'est fait pour un affichage sur écran, on va passer en création RGB. Comme ça, vous allez avoir plus de couleurs à votre disposition. Des couleurs vives éventuellement. Voilà. Donc on ne s'occupe pas de ceci, ça indique juste que si on imprime en offset 4 couleurs, ça va être rabattu, ça va être terni. Mais on s'en occupe pas, on ne clique pas là-dessus, on a nos couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire une couleur vive non plus, hein. Je vous montre juste. Voilà. Donc une couleur RGB qui est là, qui est utilisée par notre bloc, et il n'a pas de contour, c'est parfait, c'est bien. Voilà. Vous placez votre bloc à peu près sur la droite comme ça. Bon, ok, on va devoir en placer 3 les uns au-dessus des autres, donc ne les faites pas trop haut. Alors, je vais déplacer celui-là donc avec la flèche noire et la touche Alt, je le déplace, et en même temps la touche majuscule, comme ça je le déplace à peu près ici, voilà, c'est bien. Puis à nouveau avec la touche Alt et la touche majuscule, et je vais faire le même espace entre le premier et le deuxième et le troisième. Vous voyez qu'on a les repères commentés qui devraient apparaître pour vous indiquer que vous allez faire le même espace. Ça peut être pratique, ça.
Voilà. Alors bien sûr, on peut travailler sur base d'une grille. On pourrait mettre une grille web à 12 colonnes, éventuellement. Ça peut se faire. Vous voyez, la grille verticale, ça vous dit quelque chose, les grilles pour construire des sites web? Voilà. Bon, on pourrait faire ça, mais ici, c'est juste des tests, donc on fait ça rapidement. Alors, l'avantage des PDF interactifs par rapport au HTML, CSS, quand on veut faire une borne interactive ou un document de présentation, mais c'est que déjà vous connaissez InDesign, vous n'avez pas besoin nécessairement d'apprendre le HTML, CSS pour arriver à faire des choses qui ont un bon look au niveau du texte et des images dans InDesign, les habillages de texte et tout ce qui est possible de faire dans InDesign au niveau habillage de texte, placement des images, c'est possible de l'intégrer dans le PDF interactif. C'est ça l'intérêt. Par rapport au HTML, CSS, donc voilà, plus de possibilités. Vous n'êtes pas limité au niveau du design. Vraiment, vous allez pouvoir très facilement faire le placement d'éléments comme d'habitude dans InDesign. Au niveau typographique, l'aspect du texte, grâce au crénage optique que vous enclenchez, sans doute vous connaissez dans la palette caractères, à la place de crénage automatique ou crénage métrique, vous avez le crénage optique. Ça vous dit rien, ça? On va le faire, on va voir. On va faire un texte là, vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Le crénage optique, c'est vraiment quelque chose de très bien dans InDesign. Ça veut dire qu'il va régler lui-même l'espacement entre les lettres de manière à ce que le texte fasse bloc, qu'il ait un bel aspect. Et ça, vous le retrouvez dans le PDF. Pour faire ça en HTML, CSS, c'est difficile. Le crénage est métrique en HTML, CSS. L'espacement entre les lettres est le même. Tandis que dans InDesign, on peut faire des espacements entre les lettres. Vraiment, entre chaque paire de lettres, l'espacement va être différent. On va faire ça. Donc ça, c'est un intérêt du PDF interactif par rapport au HTML, CSS. Petite parenthèse ici, pour ceux qui feront du livre électronique, du EPUB. Dans le EPUB, l'espacement correct entre les lettres tel qu'on le règle dans InDesign en réglage optique, il se retrouve dans le EPUB. En fait, dans le EPUB, dans le HTML, CSS, vous connaissez le système des divs en HTML, CSS? Ben voilà, chaque paire de lettres ou groupe de lettres va être inclus dans un div à l'exportation du EPUB. Donc c'est un truc assez complexe, mais de manière à ce que le texte ait un bel aspect dans le EPUB par rapport à une page HTML, CSS. Fin de la parenthèse. Voilà, vous allez choisir d'autres couleurs pour éventuellement les autres blocs. Faites des blocs de 3 couleurs différentes, ce sera plus sympa. Ça n'a pas d'importance quelle couleur vous choisissez. Voilà. Donc voilà, j'ai des couleurs qui sont dans le nuancier. Elles sont d'office global, comme dans Illustrator. Quand on demande dans Illustrator qu'une couleur soit globale, vous savez ce que ça veut dire? On l'a vu l'année passée. Je vous rappelle, ça veut dire que quand on double-clique sur la couleur dans le nuancier, tous les objets qui utilisent cette couleur vont être modifiés. Il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets. Eh bien, dans InDesign d'office, une couleur du nuancier est globale. Si j'ai plusieurs objets qui utilisent cette couleur-là, eh bien, d'office, en modifiant la couleur dans le nuancier, je vais pouvoir, dans tout le document, changer le look du document, l'aspect du document. Ça, c'est très pratique pour faire des tests. Bon, on va écrire un texte, justement, qui va utiliser une de vos 3 couleurs. Alors, vous allez faire un bloc texte ici avec InDesign. Vous prenez l'outil de texte et vous allez sur le dessus là tracer un bloc texte comme ça. Alors, ici je vais indiquer essai d'interactivité InDesign. Voilà. Par la palette caractères, bien sûr, menu texte caractère, je vais aller augmenter la taille du caractère. Vous pouvez taper autre chose, moi ça ne m'intéresse pas tout à fait vraiment que ce soit exactement ça. Alors petite parenthèse ici, donc vous avez les fonctionnalités qui normalement sont à cet endroit-ci dans InDesign, vous ne les avez pas. Elles sont sur le côté. Elles sont sur le côté, ce sont des palettes. Oui.
Oui, mais vous voudriez avoir cette barre qui reprend, en fonction de l'outil qui est activé, qui reprend les fonctionnalités principales qui viennent des palettes. Des palettes. Bon, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre et de demander Contrôle. Ça va faire apparaître la barre de contrôle, parce que c'est ça son nom, cette fameuse barre de contrôle. Fin de la parenthèse. Alors voilà, j'ai tapé du texte dans un bloc texte. Pour faire les choses proprement, je vais le centrer. Vous savez comment on centre un texte dans un bloc ? En vertical et en horizontal. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vous le remontre. Je vais dans la palette paragraphe. Bien sûr, j'ai aussi les raccourcis au-dessus, mais bon, peu importe. Moi, je vais utiliser palette ici. Voilà, je le centre horizontalement. Bien sûr, avec ça. Ensuite, pour le centrer verticalement, je fais commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC, ce qui correspond à menu Objet, option de bloc de texte. Et ici, vous avez l'alignement vertical. On demande centrer. Voilà. Et il est centré dans le bloc. Alors, bien sûr, vu que le bloc n'a pas de couleur, ça n'a pas un grand intérêt de centrer, mais dans le monde de la mise en page, de la typographie, les gens sont un peu perfectionniste, et c'est vrai que ça peut être bien quand on met un texte dans un bloc comme ça, de le centrer plutôt que qu'il soit collé en haut à gauche. Mais c'est pas difficile à faire, c'est vite fait. Excusez-moi. Alors voilà, j'ai du texte ici, voyons un peu comment est-ce qu'il se comporte. Bon, il n'y a qu'un seul style de texte là-dedans, donc je ne suis pas obligé de le sélectionner avec l'outil texte pour aller voir. Je peux sélectionner avec la flèche noire. Si j'avais des titres et des sous-titres et du corps du texte dedans, je devrais sélectionner, mais là, voilà. Alors, police Mignon Pro, ben oui, c'est la police standard de InDesign. Et on est en crénage métrique. Ça ne vous dit rien, ça ? Il y a l'optique, l'espace entre les lettres. C'est l'espace entre les lettres, oui. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part ? On vous en a déjà parlé ? Un petit peu là. Alors, il faut savoir que quand InDesign est apparu en 99, il entrait en concurrence avec un logiciel qui était très répandu et qui était quasiment utilisé à 100% pour faire des magazines, c'était Quark Express. Et donc Adobe, pour bien réussir son coup, ils sont venus avec plein de fonctionnalités nouvelles qui ont vraiment laminé Express, même si au moment de l'arrivée de InDesign, évidemment, il y a plein de gens qui disaient « ça ne remplacera jamais Express », mais au bout de 2-3 ans, c'était fait. Et parmi ces fonctionnalités, il y avait justement cette chose qui existait dans les anciennes machines des années 70, début 80, qui servait à faire des magazines et des livres, c'est ce qu'on appelait des photocomposeuses, des choses qui coûtaient le prix de plusieurs voitures, des super ordinateurs photocomposeuses. Elles avaient cette qualité typographique qui avait été perdue avec Express. Et InDesign a ramené ça. Alors, vous pouvez éventuellement, dans le cadre de mon document, remarquer que peut-être il y a des espacements qui ne sont pas heureux. Normalement, il faut que les mots fassent bloc. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y ait des trous. C'est le travail du graphiste quand il fait un lettrage sur une vitrine ou quand il fait un gros titre, un graphiste, et il fait attention à régler l'espacement entre les lettres. Eh bien, InDesign va faire ça non seulement sur les gros titres, mais aussi sur tout un document, des millions de lettres d'un document. Il va pouvoir faire le boulot du graphiste. Donc, on va demander ici optique à la place de métrique, et vous devriez remarquer que les espacements entre les lettres vont changer. Voilà. Et donc, pour tout le contenu du bloc. Et donc, il est conseillé, à moins que vous ayez une raison technique de ne pas faire ça, et ça, dans la boîte où vous allez travailler éventuellement pour faire la mise en page, ils vous le diront, il ne faut pas enclencher l'optique. À moins que vous ayez une raison de ne pas faire ça, mais faites-le. C'est mieux. L'aspect du texte est vraiment plus professionnel avec un crénage optique. Et vous avez la même chose dans Illustrator et Photoshop, bien sûr, puisque à un certain moment, il y a quelques années, ces deux logiciels ont hérité des fonctions typographiques de InDesign. Donc vous avez aussi le réglage optique et métrique dans ces deux logiciels pour faire des flyers notamment et des choses comme ça. Dans Photoshop ou des affiches dans Illustrator, c'est excellent. Alors, si on va avec l'outil texte cliquer entre les lettres, on va voir qu'on a chaque fois un réglage d'approche différent. C'est InDesign qui a choisi. Alors, c'est entre parenthèses, pourquoi ? C'est dans les logiciels Adobe, quand on vous montre les chiffres entre parenthèses, ça veut dire que c'est le logiciel qui a calculé ça, c'est pas vous qui l'avez indiqué manuellement.
Il est bien entendu possible donc, de corriger ça, si vous êtes perfectionniste et que vous vous dites, tiens, oui, ok, mais je voudrais un espace encore plus petit entre le D et le E. Ben, je clique entre les deux, je vais faire de l'approche de paire, je vais les diminuer ici, et voilà, et vous voyez d'office qu'il n'y a plus les parenthèses parce que ça, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Et donc, je vous disais que dans un document interactif PDF, on retrouve cette qualité de typographie. Ce que vous voyez dans InDesign, là, c'est vraiment ce que vous aurez dans le PDF, bien sûr. C'est ça l'intérêt par rapport au HTML, CSS pour faire une borne interactive, éventuellement un document qui a vraiment un look intéressant. Outre le fait aussi que voilà, tous les outils de InDesign que vous connaissez déjà, vous allez pouvoir les utiliser. Et que pour le placement des éléments, il n'y a pas de limite. L'empilement des éléments, c'est beaucoup plus facile qu'en HTML, CSS. Ce qui ne retire pas de la qualité au HTML, CSS, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut faire du PDF interactif à la place de sites web en HTML, CSS. Hein. On se comprend. Hein. Ok, alors on va enregistrer le document pour ne pas perdre ça déjà. Je vais changer le nom parce que bon, ici je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent pour garder les différentes étapes. Alors voilà, on va faire des boutons, 3 petits boutons qui vont servir à faire apparaître ces blocs. Au départ, dans le document ici, les blocs seront invisibles. Et les boutons vont permettre de les faire apparaître. Donc c'est un premier essai d'interactivité. Vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça si vous n'avez pas suivi la formation. Alors ce que je vais faire ici, c'est sélectionner les 3 blocs, les dupliquer avec la touche Alt, je les déplace là, et je vais les faire plus petits avec l'outil de transformation manuelle ou avec la flèche noire et la touche majuscule, je réduis, je lâche le bouton à souris puis la touche majuscule bien sûr, voilà. Donc vous avez une espèce de petit menu qui vous dit, tiens, si tu cliques là, voilà ce que tu vas voir apparaître. Ok, alors il faut absolument bien nommer les choses. Donc on va le faire, parce que sinon pour la programmation, on ne s'en sort pas. Si on n'a pas bien nommé les objets, ils s'appellent tous bloc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après pour s'y retrouver, c'est foireux. Alors l'idée, c'est donc qu'au départ, ceci n'apparaîtra pas sur la page, et quand on survole ou qu'on clique sur les choses ici, ça les fera apparaître. Alors, pour que ceci puisse agir sur les grands objets qui sont à la droite, là sur la page, il faut que ce soit des boutons. Ben, on va les transformer en boutons. Je les sélectionne tous les 3 et je vais les transformer tous les 3 d'office en boutons. Donc vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, Boutons et Formulaire. Donc la palette boutons et formulaires apparaît. Et type, j'indique que c'est un bouton. Ce sont des boutons. Voilà. Du coup, vous avez les objets qui sont entourés d'un trait épais, pointillé, qui indique que ce sont des boutons. Vous avez aussi l'icône ici de bouton, mais qui n'apparaîtra pas dans le document PDF final. C'est juste pour la construction du document, on vous indique que ces blocs-là sont des boutons. Si vous êtes en affichage aperçu, vous ne les voyez pas. Ces petites icônes qui indiquent que ce sont des boutons. Il faut être en affichage normal. Alors, remarquez que voilà, chaque objet s'est transformé en un bouton et non pas les 3 objets en un seul bouton. Ça, si j'avais voulu faire ça, il aurait fallu que je les groupe par objet associé. Quand on groupe des objets et qu'on les transforme en boutons, ben voilà, on a un bouton qui est composé de plusieurs objets. Ce qui est pratique pour faire du survol. Voilà. Alors on va les nommer correctement. Donc le premier ici, je le sélectionne tout seul. Et je vais l'appeler ok, bouton
du haut, puisqu'on en a 3. Hein. Vous avez fait 3 boutons. Hein. Je vais appeler ça bouton du haut. Celui-ci, je vais l'appeler bouton du milieu. Excusez-moi. Donc celui-là, je vais l'appeler bouton du milieu. Hein. Oui, c'est très basique ici. Hein. Et celui-là, bouton du bas. Évidemment, si à un certain moment je veux changer le design et que je les repositionne, ce sera foutu. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut les nommer quand même, ce sera plus facile. Bouton du bas, bouton du milieu et bouton du haut. Parfait. Alors, même chose pour les autres. On va les transformer en boutons. Les blocs colorés là, sur la droite, on va les transformer en boutons. Pourquoi? Parce que si on veut agir sur un objet dans un PDF interactif, il faut qu'il soit un bouton, même si on n'a aucune intention de cliquer sur lui pour que ça fasse quelque chose. Pour qu'il soit modifiable par un vrai bouton auquel on va ajouter une fonctionnalité, cela, il faut que ceux-ci soient aussi des boutons. Donc un bouton ne peut agir que sur un bouton. Enfin, ça peut aussi agir sur une vidéo ou sur du son, bien sûr, mais s'il s'agit de blocs InDesign, d'images, il faut les transformer en boutons. Donc voilà, c'est ce on va faire ça aussi. On va sélectionner les 3 blocs là sur le côté, et ici on va les transformer d'un coup tous en boutons. Vous voyez, vous avez bien sûr des petites icônes qui permettent de convertir en boutons dans le bas de la palette boutons et formulaires. Il y a toujours 36 manières de faire les choses dans les logiciels Adobe, on est d'accord. Hein. Alors, une fois qu'ils sont tous les 3 transformés en boutons, celui-là je vais l'appeler bloc du haut. Celui-là bloc du milieu et l'autre bloc d'en bas. Évidemment. Alors voilà, on va sélectionner le bouton, le premier, celui du dessus. Et dans la palette boutons et formulaires, on va lui ajouter une fonctionnalité, ici, par script d'action. D'abord, avant d'ajouter la fonctionnalité, il faut savoir quel est l'événement qui va entraîner cette fonctionnalité, cette action. Donc vous voyez qu'on a relâchement ou appui. Dans ce cas-là, ce sera quand on va relâcher le bouton de la souris que l'événement va se faire. Alors appui, attention, voilà, ça peut faire penser qu'on est dans le tactile, mais on n'est pas dans le tactile. Hein. Si vous utilisez un ordinateur à écran tactile pour regarder le PDF interactif, ben voilà, ce sera un peu comme une tablette, on sera dans du tactile, mais vous ne pourrez pas voir votre PDF interactif sur une tablette. Le PDF n'est lisible que dans des logiciels de lecture de PDF sur les tablettes, pas autrement. Donc c'est pour ça qu'il existe les magazines interactifs dont je vous avais parlé l'autre fois. Le clic, le survol, la fin du survol, on va garder ceci, relâchement ou appui, dans un premier temps on va toujours garder ça. Alors script d'action, ça va être quoi? Ça va être afficher ou masquer des boutons ou des formulaires. Alors, je fais une petite parenthèse ici, vous avez un menu des actions possibles qu'on peut mettre sur les boutons dans InDesign pour un PDF interactif. Il y a quelque chose dont on devra parler, c'est atteindre la page. Voilà, atteindre la page. Voilà. Ça va être particulier. On verra comment programmer ça. Un bouton, quand vous cliquez sur lui, qui vous permet d'aller à une certaine page d'un PDF interactif qui comporte 10, 20, 30 pages. Donc typiquement, un menu, une table des matières, quand on clique sur une partie de la table des matières, ça vous amène à cette page-là. Et il faudra bien entendu penser à faire un bouton de retour, un petit icône de maison, par exemple, qui vous permet de revenir à la table des matières, un peu comme un site web, quoi. Et parce que c'est pas évident, parce que vous avez ici une fonctionnalité atteindre la page qui ne fonctionnera pas dans un PDF interactif.
Pourquoi? Ben, ça se voit, ça concerne uniquement, ces choses ici concernent uniquement la création de EPUB, de livres électroniques, ou de sites flash, mais ça ne se fait plus les sites flash, parce que les navigateurs web bloquent le flash maintenant complètement, c'est vieux, c'est mort. Donc SWF, ça veut dire Shockwave Flash, c'est la technologie flash pour les sites web flash. Ça a été très bien à une époque, mais maintenant c'est mort malheureusement. Donc sachez-le, ceci, vous ne pourrez pas l'intégrer dans un PDF interactif, ces fonctions-là. Quoique, on va quand même contourner. On a les objets à état multiples qui normalement ne fonctionnent que dans les EPUB et les magazines interactifs. Et on va malgré tout arriver à contourner ça par des astuces. Vous avez ici des choses qui ne concernent que les PDF, impossible de les intégrer dans un EPUB ou dans un SWF. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est donc afficher, masquer les boutons et les formulaires. Alors je choisis ça, voilà. Et alors ici, vous avez la liste des boutons qui existent dans le document. Alors c'est assez archaïque comme manière de programmer, et l'avantage c'est que c'est assez facile en fait. Ça ne demande pas d'être fort en programmation. Arrêtez de me faire rire. Bon, alors, par contre, dès qu'on aura beaucoup d'images, il faudra contourner le problème avec justement ce que j'ai évoqué précédemment, les objets à état multiples. Mais ça, on y viendra. Mais, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que ça va afficher? Le bouton du dessus, ben, il va afficher l'image du dessus, le bloc du dessus. Donc voilà, le bloc du haut. Donc je clique sur la petite croix jusqu'à ce que j'ai un œil ici qui est indiqué. C'est ça l'action, c'est afficher. Si vous cliquez encore, vous allez voir que c'est masqué. À nouveau, ben, aucune action. Donc ce qui m'intéresse, c'est que pour bloc du haut ici, il y ait le petit œil qui soit indiqué là. Alors je vais programmer le suivant. Le bloc du milieu. Donc afficher, masquer, bouton et formulaire. Voilà, il va afficher le bloc du milieu. Le bouton du milieu affiche le bloc du milieu. Tout est logique. Je sélectionne le bouton d'en bas. Il va afficher le bloc d'en bas. Moi, je suis plus là. Oui, pour répondre à ta question, donc dans les calques, je pense que le renommage qu'on a fait dans la palette, oui, c'est le nom de l'objet en fait. Mais attention, parce que dans les calques, c'est quand même un peu... c'est un peu compliqué. Vu que ce sont des boutons, il y a des états à l'intérieur, survol, normal, cliquer. Pour l'instant, il n'y a encore que normal. Donc oui, on aurait, à mon avis, pu renommer ici les objets plutôt que de le faire par la palette boutons et formulaires. Donc voilà, c'est programmé. Je vais enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Bien, alors on va tester ça. Évidemment, ça ne va pas fonctionner dans un premier temps. Alors pour tester, on a la possibilité d'exporter en PDF interactif. Menu fichier, exporter PDF interactif, mais ne le faites pas parce qu'on va faire quelque chose de plus intéressant. Donc c'est menu fichier, exporter. Il faudra évidemment choisir PDF interactif. Il fut un temps où dans InDesign, on avait exporté Adobe PDF et à l'intérieur de la boîte, il fallait préciser que c'était de l'interactif. Maintenant, ils ont fait deux types d'exportation différentes pour l'impression et pour l'interactif. Mais ne faites pas ça parce qu'on va tester à l'intérieur de InDesign l'interactivité en allant chercher menu fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité EPUB. Voilà, c'est une boîte qui peut s'agrandir. Alors c'est pour vérifier l'interactivité qu'on met dans un document de livre électronique, mais ça peut servir aussi pour le PDF. Bien que certaines choses n'apparaîtront pas dedans, on verra au fur et à mesure. Alors on va enclencher la lecture de l'interactivité. Voilà ce que vous avez.
Vous avez des boutons, ça se voit quand on amène au-dessus des boutons, ça se transforme, la petite main indique que ça va permettre de cliquer. Et bien sûr, ils sont censés faire apparaître les objets, mais les objets apparaissent déjà, donc c'est foireux. Donc je mets la petite boîte de côté, et on va les modifier. Les objets, les blocs là sur le côté, on va les dire que au départ, quand on arrive sur la page, ils sont invisibles. Alors, voilà. Il faut cocher dans boutons et formulaires l'option masquer jusqu'au déclenchement. Ça veut dire masquer jusqu'à ce qu'on clique sur un bouton qui les fait apparaître. Du coup, quand je reviens dans l'aperçu ici et que je relance la lecture sur base des dernières modifications que j'ai faites, ben voilà, ils ne sont pas là. Hein. Alors voyons ce qui se passe quand on clique sur les boutons. Ben, ils apparaissent. Voilà. OK. Ça a marché chez tout le monde? Alors, on va faire un bouton qui permet de supprimer d'un coup les 3 blocs de l'affichage, puisque vous avez vu qu'une fois qu'ils sont affichés, on ne sait plus les enlever. Donc, voilà. Après, les scénarios, c'est à vous d'imaginer. Je peux vous dire déjà aussi que si vous voulez faire des choses pour les enfants, c'est très bien ce genre de choses. Pour programmer, c'est avec des choses très simples. On peut enclencher des sons, des vidéos, faire apparaître des choses. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de voir ici, les interactivités simples. Alors, je vais créer un bloc texte. Voilà, je trace un bloc texte dans lequel je vais taper le mot supprimer. Donc je vais centrer et mettre dans un... le bloc texte va avoir une couleur de fond, dans ce cas-ci. Ok, supprimer. En optique, tant qu'à faire, voilà. Par la palette paragraphe, on centre. Par le commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC, on aligne verticalement le mot dans son bloc. Voilà. Et donc j'avais dit que j'allais lui mettre une couleur de fond à ce bloc. Couleur que je vais créer rien que pour ça. Voilà, donc le bloc est sélectionné. Nouvelle couleur. Je vais décocher nommer selon la valeur chromatique. Comme ça, ça va me permettre de m'y retrouver dans mon nuancier. Je vais dire que c'est fond du bloc qui s'appelle supprimer. Voilà, voilà. Bon, je vais lui mettre du gris, tiens. Donc, je vais mettre les 3 curseurs à 0. Et puis avec la touche majuscule, j'en déplace un des 3, comme ça, ça fait du gris. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe, pour bouger 3 curseurs en même temps, c'est avec la touche majuscule. Vous avez vu, j'ai mis les 3 curseurs à 0, puis avec la touche majuscule, je bouge, donc je suis en train de faire du gris avec du RVB. Ok, voilà. Au niveau de la typographie, la police que j'utilise, je ne m'inquiète pas ici. Au niveau des polices de caractères dans le PDF interactif, c'est simple, les polices seront intégrées au PDF. Toute police que vous utilisez, comme dans un PDF pour l'impression, sera intégrée au PDF. Ça, c'est pratique aussi. Pas besoin que la police doive être téléchargée. Vous savez comment ça marche en web? En web, il faut que la police soit installée sur l'ordinateur, ou alors il faut que ça fasse appel à une police en ligne, genre Google Font, ou... le système de Adobe Typekit, voilà. Enfin voilà, si on veut sortir des polices web habituelles. Mais là, dans InDesign, au niveau des polices, on peut utiliser tout. Et c'est d'office directement dans le PDF. Alors voilà, le bouton là, supprimer, vous le positionnez quelque part. Je vais mettre là. Il doit être petit du coup, je suppose. Et alors ce bouton, qui n'est pas encore un bouton, on va le transformer en bouton. On va
aller enclencher l'option bouton. Voilà. Au niveau du renommage, je vais l'appeler bouton supprimé. Et donc je vais lui mettre une action d'affichage masqué bouton. Tiens, j'en ai mis deux. J'en retire une des deux. Je vais aller 2 fois dans le menu. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va masquer les 3 blocs. Donc, vous faites ceci. Voilà. Il va servir d'un coup à masquer les 3 blocs. Voyez un peu pour une charte graphique à quoi ça pourrait servir. Vous montrez différentes versions. Vous avez envisagé du logo, différents supports. Ça peut être intéressant pour votre charte graphique pour le TFE. Bon. Donc c'est les 3 seules choses qu'il va masquer. C'est les 3 seules choses qu'il va masquer, c'est les blocs. Il se masque pas lui-même et il ne masque pas les boutons qui servent à faire afficher les blocs. On est d'accord? Ben écoutez, vous allez tester ça, c'est simple. Vous avez toujours votre fenêtre d'interactivité EPUB. Vous allez pouvoir relancer ici. Vous allez pouvoir faire apparaître les choses. Cliquez sur supprimer, ils s'en vont. Qu'il y en ait 1, 2 ou 3 qui soient affichés, le bouton supprimer fonctionne. Donc ça commence déjà à devenir un peu sympa au niveau interactivité. Et on n'est encore nulle part. Hein. Ça va, ça dérange. Alors, on continue. Bien sûr, voilà, on a des boutons qui servent à faire apparaître des blocs, c'est sympa. On a des blocs qui, au départ... Vous voyez que je double-clique régulièrement sur la main dans la palette des outils pour recentrer tout. Hein, parce que sinon, surtout avec ma résolution ici d'écran, c'est un peu foireux. Donc on a des boutons qui servent à faire apparaître des blocs. On a des blocs qui apparaissent au fur et à mesure, mais ils sont à différents endroits. Ben, on va les mettre au même endroit. Il n'y a pas de raison. Les blocs, on va les empiler. Bon, ben allons-y, on les sélectionne tous les 3. Hein. Comme ça, ce sera plus sérieux au niveau de l'interactivité. Donc, évidemment, une fois qu'ils seront empilés, pour avoir accès aux différents blocs, il faudra peut-être passer par la palette des calques pour aller les sélectionner. Donc, ils sont sélectionnés tous les 3. On va dans la palette fenêtre, objet et mise en page, alignement. Mais vous avez ça aussi dans le dessus, certainement. Peut-être pas moi, parce que la résolution d'écran étant ce qu'elle est, mais vous avez certainement les fonctions d'alignement. Ben, il suffit de demander un alignement en horizontal, un alignement en vertical, et voilà, ils sont empilés. Alors, comme je vous disais, si maintenant je veux sélectionner les blocs, c'est par la palette des calques. Par la palette des calques. Et évidemment, pour les sélectionner, les blocs, c'est pas cliquer là, vous le savez, c'est cliquer sur le carré, comme dans Illustrator. Moi, j'ai qu'un seul calque. Bien, j'enregistre le document sous un nouveau nom et on va tester l'interactivité. Donc, dans Fenêtre objet interactif, aperçu de l'interactivité, je relance par la petite lecture ici. Voilà. Alors, je vais l'agrandir bien comme ça. Si j'avais plusieurs écrans, je pourrais le mettre sur un deuxième écran. Voilà, je clique sur le vert, il apparaît. Je clique sur le rouge, il apparaît. Je clique sur le mauve, il apparaît. Je clique sur le rouge, il n'apparaît pas. Je clique sur le vert, il n'apparaît pas. Logique. Ben oui, ils sont en dessous. Le mauve, qui est l'objet le plus au-dessus chez moi, ben, cache les autres. Donc voilà, problème. Et donc vous avez une petite idée comment on pourrait s'en sortir? Pour que, quand je passe d'un bouton à l'autre, dans tous les cas, ça fasse apparaître le bon. On ne sait pas modifier l'empilement. Cacher les autres, oui, oui.
Bah, tu connais déjà le PDF interactif. Non? Tu n'avais pas vu ça? Non, pas les boutons? Ah, les animations que tu connais. Mais voilà, les boutons, c'est... Voilà. Eh bien, on retourne sur notre programmation de boutons, vous allez voir. Donc, mine de rien, pour faire un diaporama, ceci peut être sympa. Mais diaporama avec très peu d'images, parce que vous allez voir que ça demande pas mal de boulot pour programmer. S'il y a plus d'images, il va falloir utiliser le système des objets à état multiples. Ok, donc, je sélectionne le premier bouton du haut. Je vais dans les objets interactifs, boutons et formulaires. Et ce bouton du haut sert à faire apparaître le bloc du haut. Eh bien ici, il va également servir à faire disparaître le bloc du milieu et le bloc d'en bas. Je sélectionne le bouton du milieu qui sert à faire apparaître le bloc du milieu. Il va servir à faire disparaître le bloc du haut et le bloc d'en bas. Je sélectionne le bouton d'en bas. Il sert à faire disparaître le bloc du milieu aussi et le bloc du haut. Voilà. Donc plusieurs actions possibles en même temps. Vous pourrez même enclencher un son. Au moment où vous appuyez sur le bouton, il y a une image de vache qui apparaît et on a un son de vache qui arrive dans le PDF interactif. Quand vous survolez la vache, elle ouvre la gueule. Vous croyez que je rigole, mais on va faire ça. On prépare ça dans Photoshop, on fait un petit trucage photo, et quand on survole ou qu'on clique sur une image, il se passe quelque chose, ça peut même être l'image qui change. Donc c'est assez puissant quand même. Alors on teste ça dans l'aperçu de l'interactivité, parce qu'il n'est jamais certain que ça va marcher. Hein. Donc lecture, voilà, bouton du haut, du milieu, du bas, voilà, ça marche. Maintenant, on arrive à faire les choses. Ces blocs pourraient être agrandis, bien sûr, encore maintenant. Ok, ça marche. Alors, on va maintenant modifier les survols. Quand on survole un bouton, avant même de cliquer sur lui, il est possible qu'il change d'aspect. Et ça, c'est un peu d'animation, ça peut être sympa. Donc, je vous propose de travailler dans un premier temps sur le bouton qui s'appelle ici « Supprimer ». Vous le sélectionnez. Vous allez dans la palette des objets interactifs, boutons et formulaires. Et là, vous avez... Actuellement, ce bouton sélectionné n'a qu'un état normal. Vous enclenchez l'état survol. Voilà. Alors, j'étais en train de me demander, tiens, si on a enclenché l'état survol par erreur, comment est-ce qu'on fait pour le supprimer ici? Bon, pas certain que ce soit possible. Par contre, par la palette des calques, ça va être possible. Je vais aller faire un petit tour par la palette des calques. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre ce qui vient de se passer. Le bouton qui s'appelle « Supprimer ». Je le déploie. Et vous avez ici l'état... Ah oui, ça c'est pas évident, il s'appelle effleurer dans la palette des calques et dans la palette boutons et formulaires, il s'appelle survol. Bienvenue dans les traductions de InDesign. Donc en fonction de l'état sur lequel vous êtes en train de travailler, dans la palette des calques, ça se met à jour. Hein. D'accord? Et à l'intérieur, vous avez un bloc. Donc en fait, on a deux blocs de texte superposés. Celui qui est dans l'état normal et celui qui est dans l'état survol. Bon, vous travaillez sur celui qui est dans l'état survol. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que vous n'êtes pas obligé d'aller dans la palette des calques, mais allez-y quand même. Et ouvrez l'effleuré ici. Et sélectionnez l'objet qui est à l'intérieur de cet état effleuré. Ça va, vous suivez ? Donc je travaille sur le bouton ici. J'ai enclenché dans la palette boutons et formulaires l'option survol qui s'appelle effleurer dans la palette des calques. Dans la palette des calques, j'ai déployé le bouton supprimer et j'ai déployé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'option survol. Et je sélectionne le bloc texte qui est à l'intérieur de ceci.
Donc, rappelez-vous, si c'est un bouton avec survol, on a deux blocs texte identiques superposés. Et on est en train d'accéder à celui du survol ici. Eh bien, vous allez pouvoir faire quoi? Par exemple, changer la couleur de fond de ce bloc. À la place du gris, je vais mettre du rouge. Comme ça, quand je vais le survoler, normalement, il va se transformer en rouge. Ou autre chose, du jaune. Du jaune, ce sera bien, parce que je n'ai pas encore de jaune dans la palette ici. Donc voilà, nouvelle couleur. Alors encore une fois, je vais agir en prévoyant que je dois modifier les choses par la suite. Cette couleur que je suis en train de créer dans la palette nuancier, pour le fond là, du bloc, la partie survol, cette couleur, je vais la nommer, elle sera uniquement pour cet objet-là. Donc si je veux la changer, je ne devrais même pas aller chipoter dans les boutons, je changerai simplement la couleur dans le nuancier. Donc on va dire que c'est survol du bouton supprimé. Alors au niveau de la couleur, je vais mettre une espèce de jaune, voilà. Ok, voilà, survol du bouton supprimé. Il est bien jaune. On va les tester dans l'aperçu. Fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité. Lecture. Quand je survole supprimer, il se transforme en jaune. C'est super ça, hein, incroyable. C'est un peu sympa quoi ça. Voilà. Et donc, si je veux modifier la couleur de survol, la couleur du fond de bloc quand je survole, sans même qu'il soit activé, je peux aller double-cliquer sur la couleur ici et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, je vais plutôt le mettre en orangé. Voilà, ça marche. Et donc dans l'interactivité aussi. On se facilite la tâche comme ça. Bon, majuscule tabulation dans mon cas pour me débarrasser de toutes les palettes. Vous connaissez, dans tous les logiciels Adobe, majuscule tabulation. Alors, il y a des choses qui pourraient être faites, mais je vous laisserai tester ça. Sur les différents rectangles ici, il serait possible de faire en sorte que quand on clique sur eux, ils effacent tous les rectangles. Donc on reprend la même fonctionnalité que le bouton supprimer, supprimer de l'affichage. Vous voyez, on pourrait aller sur chaque bouton, ajouter la fonction « Ok, tu me supprimes tous les rectangles qui sont affichés ». Ça prend du temps, mais enfin, c'est quelque chose qui peut être sympa aussi que quand on clique sur l'image, ça supprime. Donc on n'aurait même plus besoin du bouton supprimer à ce moment-là. Mais il faudrait le mettre sur tous les rectangles. Donc 3 fois le boulot qu'on a fait ici. Les boutons ici, je peux les agrandir. Ça, vous pouvez faire aussi si vous voulez. Vous les sélectionnez avec transformation manuelle. Vous pouvez les agrandir et les repositionner. Ça ressemblera un peu plus à un diaporama comme ça. Alors, on va continuer. On va passer un peu à la pratique et voir si vous pouvez exploiter un peu ce qu'on a vu et aller plus loin même. Donc ici, dans la palette des calques, on va créer un calque de fond. Donc il suffit de créer un nouveau calque et le mettre en dessous de celui-là. Voilà, je le mets en dessous, je vais l'appeler fond. Je verrouille celui qui contient toute l'interactivité. Et sur ce calque de fond, je vais aller importer une image que je suis allé chercher sur le web. Alors, l'image que je suis allé chercher sur le web, j'ai utilisé Bing, puisque ça me permet d'aller chercher des images haute définition, bing.com. J'ai tapé par exemple Namur, mais vous pouvez taper ce que vous voulez, ce n'est pas nécessairement une ville. Tant qu'il y a des éléments dans une image, ça va fonctionner. J'ai tapé public domaine entre guillemets pour trouver des images qui sont du domaine public. Quand vous avez ceci qui s'affiche, vous avez ici l'option afficher l'image. Bon, chez vous, le bouton apparaîtra peut-être tout de suite parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de pixels sur mon écran, donc il y a un petit menu. Afficher l'image, ça permet d'afficher l'image haute définition. Vous la téléchargez dans le dossier, vous l'importez sur le calque de fond, tout simplement. Bon, j'ai été vite, mais c'est juste de la recherche dans Bing. Recherche d'une image qui comporte différents éléments. Ça peut être une voiture, une mobilette, ça peut être un cheval, ça peut être n'importe quoi. Vous avez différents éléments, quoi. Mais pas une boule, quoi. Voilà.
Donc, j'importe. Elle doit être en HD. Oui, idéalement, prenez une image qui comporte pas mal de pixels. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ici, mais j'ai choisi dans le champ de recherche Bing, j'ai indiqué que je cherchais des grandes images. Donc ici, dans Bing, j'ai demandé grandes images. Donc, Et on l'importe alors. donc quand elle est importée, vous pouvez la placer de manière à ce qu'elle soit pas à l'endroit des boutons que vous avez créés, bien sûr. Bon, alors je vais déverrouiller les deux calques là. Voilà. Je déverrouille les deux calques et je vais placer les boutons plutôt comme ceci, pas sur le bord vraiment, mais comme ça c'est bien. L'image va aller là, par exemple. Et vous avez un espace qui va être là sur la droite pour afficher du texte éventuellement. D'accord? On a nos trois boutons qui sont là. On a les boutons, les blocs. On a l'image qui est là sur le calque d'en dessous. On a les boutons pour faire apparaître les blocs et pour les supprimer de l'affichage. Alors regardez et ne faites rien pour l'instant. Je vous explique juste ce que j'attends de vous. Je pense que ce serait une bonne idée, une fois que l'image est placée, de verrouiller son calque pour ne pas aller la manipuler par erreur. Les zones ici, les trois zones, les trois blocs, je les sélectionne et je les redimensionne. Voilà. Ne faites pas ça, regardez juste. Hein. Il va falloir que je positionne les boutons sur différents éléments de l'image. Donc le pont, la Meuse ici, la ville ici, ces jambes en fait ça, non? Oui. Ok. Il va falloir que lorsque on clique sur un bouton, ça fasse apparaître le bloc correspondant, mais c'est déjà le cas en fait, hein, et qu'il apparaisse là à côté, ce sera plus simple que de le mettre au même endroit. Et dans ce bloc, vous allez devoir mettre une très courte explication sur de quoi il s'agit. Alors pour arriver à taper du texte dans le bloc qui est inclus dans le bouton, vous devrez, par la palette des calques, certainement ouvrir la palette des calques, repérer quel est le bouton actuellement activé, c'est celui-là, bloc du haut. Ça n'a plus de sens, bloc du haut et bloc du bas ici, bien sûr, mais voilà. Ouvrir normal. Il n'y a qu'un seul état sur ce bouton, hein, et quand on survole, il ne change pas d'aspect. Hein. Sélectionner le rectangle, voilà, le rectangle, avec l'outil texte, aller taper du texte dedans, le centrer, etc. D'accord? C'est pas tout, ce serait trop simple. Pour ceux qui arriveront à faire ça, il faudrait que quand on clique sur le texte ici, ça fasse apparaître un bloc texte sur le côté là. Alors ce rectangle-là va faire apparaître un bloc texte qui va contenir plus d'informations et qui sera à cet endroit-là. Ce bouton-ci fera apparaître un bloc texte qui sera à cet endroit-là. Celui-là fera apparaître un bloc texte qui sera à cet endroit-là. Bon, il faudrait peut-être le bouger un peu pour qu'il ne rentre pas. Voilà. Il n'est pas interdit de mettre un titre en plus de l'explication, hein, pour que ça ressorte bien. Vous voyez l'idée? C'est à quel moment que ça affiche le texte sur le côté? Donc voilà, au départ, on a juste l'image avec les petits boutons ici. Quand on clique sur eux, on a une petite info qui apparaît, là. Et quand on clique là-dessus, ça fait apparaître plus d'informations à lire. Le texte est très petit là. Hein. Pensez que c'est pour un écran, donc il faut faire le texte plus grand. Hein. Mais vous avez largement de quoi mettre trois zones là. Pourquoi je les mets les unes à côté des autres? Parce que comme ça, je n'ai pas à m'occuper de que les blocs se superposent alors qu'ils ne devraient pas, et de les masquer par un bouton. Donc non, hein, ils vont juste s'accumuler sur la droite là. Bon, ce serait bien
que dans le bloc ici qui apparaît quand vous avez cliqué sur le premier bouton, il y ait le nom de l'endroit, par exemple ville de Jambes, et vous ayez cliqué pour plus d'infos, et à ce moment-là, ça a fait apparaître le texte. Il faut indiquer à l'utilisateur qu'il y a quelque chose à voir en plus quand il va cliquer. Ce serait bien aussi, et ça c'est vraiment pour ceux qui sont les plus forts parmi vous, qu'au départ, les boutons ici soient sans couleur. Donc on verra l'image et quand on va survoler une partie de l'image, la petite main va apparaître quand on sera au-dessus du bouton. Mais le bouton est transparent, on ne le voit pas. Voilà, je vous laisse travailler là-dessus. Est-ce que ça vous paraît clair ? Donc avec tout ce qu'on a vu à la première heure là, normalement c'est possible de le faire. Mais c'est de la programmation, c'est pas évident. C'est un exercice noté, donc vous devrez rendre ce que vous allez faire. Donc sauvegardez bien tout, enregistrez régulièrement sous des noms différents. Vous allez faire un... Ici, ce n'est pas vraiment un travail qui vous est demandé. Vous aurez des travaux à rendre pendant l'année. Ici, c'est juste de l'évaluation continue. Je ramasse ce que vous avez fait et je vais voir ce que vous avez réussi à faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique, mais voilà. Donc je précise bien, sinon ce sera trop compliqué. Le bouton supprimer ici va servir à supprimer l'affichage des petits blocs informatifs. Mais ne vous ennuyez pas à essayer de supprimer les blocs texte sur la droite. Ils vont rester en permanence une fois qu'ils auront été affichés. Sinon, ça devient trop compliqué comme interactivité et comme programmation à faire. Donc le bouton supprimer, comme c'est le cas actuellement, il va supprimer l'affichage des 3 zones informatives. Donc vous ne voyez pas l'image, mais je commente quand même ce que je suis en train de faire. C'est ce que vous devriez peut-être faire aussi. Les boutons qui enclenchent l'affichage des petites zones d'information, je supprime leur fond, ils deviennent transparents. Alors quand vous verrez ça dans un PDF interactif, il est possible que vous allez voir une petite zone, le bouton va être un tout petit peu apparent, et il y a des techniques pour le faire disparaître si on veut. N'oubliez pas d'être en affichage normal et pas aperçu, parce qu'une fois que vous avez rendu vos boutons transparents, on ne les voit plus si vous êtes en affichage aperçu. Les zones d'information, c'est pas plus mal que je les superpose au bouton finalement, sauf si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, laissez-les à côté comme j'ai montré, mais sinon on peut les superposer. Les petites zones d'information, je leur laisse leur fond coloré parce que sinon le texte au-dessus d'une image complexe sera difficilement lisible. Pour pouvoir mettre le texte dans ces petites zones colorées, je vais par la palette des calques repérer de quel bouton il s'agit et ouvrir l'état normal et sélectionner le rectangle à l'intérieur, ce qui me permet d'aller mettre du texte. Alors si vous voulez faire les choses vraiment intelligemment, une fois que vous avez mis le premier texte dans les petites zones d'information, vous allez faire un style pour pouvoir l'appliquer rapidement aux autres zones d'information, un style de texte, un style de paragraphe. Donc, bonne question que tu poses. Si par-dessus les boutons avec les zones d'information, là, au lieu de mettre le texte à l'intérieur du rectangle qui est à la base du bouton, tu mets un bloc texte par-dessus, ça ne marchera pas parce qu'il ne fait pas partie du bouton. Techniquement, il est possible d'ajouter un bloc texte au bouton, mais c'est plus simple d'utiliser le bloc qui est déjà dans le bouton.
Voilà, je vais même pousser le vice jusqu'à faire de la transparence. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous ne gérez pas la transparence dans InDesign, ça va être difficile. Hein. Donc je sélectionne le bloc avec la petite zone d'information. Je vais dans Effets, dans Menu Objet, Effets, Transparence. Et je ne modifie pas la transparence directement, là, parce que ça va modifier tout l'objet, y compris le texte à l'intérieur. Je dois indiquer que c'est le fond. Paramètre pour fond. C'est le fond que je veux rendre transparent, pas le texte qui est dans le bloc. Là aussi, si je voulais mettre ça sur plusieurs blocs, il serait possible de faire un style d'objet. Mais bon, voilà. Moi, j'arrive pas à cliquer sur. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des styles de paragraphes, mais logiquement, ce serait bien. Comme ça, on peut modifier l'aspect de tous les textes du document d'un coup, bien sûr. Rendre le fond du bloc transparent, c'est pour donner un effet de subtilité, voilà, que ce soit un peu plus fin au niveau visuel qu'un bloc avec un fond uni. Mais ça peut marcher avec un bloc à fond uni, hein. Techniquement, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, on
Bon, ben voilà où j'en suis. Bien sûr, ne vous pressez pas, vous avez le temps. Mais voilà où j'en suis dans la construction des choses. J'ai créé les différentes zones avec les informations. Ces 3 blocs, bien sûr, n'apparaissent pas au début. Ils apparaissent quand on clique sur le bouton invisible qui est là en dessous. C'est le bouton invisible qui est là en dessous, en fait. Donc, quand je teste, voilà ce que ça donne. Quand on survole ou quand on clique dessus? Donc, voilà ce que ça donne. Et vous allez marquer que j'ai intérêt à faire mes boutons sensibles plus grands, en fait. Donc, voilà, je viens de lancer par le petit bouton lecture. Quand je passe la souris, à un certain moment, la petite main apparaît. Quand je clique, voilà, ça indique ce que c'est. Par contre, là où est-ce qu'il faut cliquer, c'est ennuyeux, il faut chercher. Alors qu'en fait, c'est toute la ville de jambes qui est là, donc j'aurai intérêt à faire un grand bouton. Si vous pensez faire des boutons polygonaux comme en web, ça ne marchera pas. Dans InDesign, ce sont des boutons rectangulaires. Si vous faites un bloc polygonal en tant que zone sensible, il sera considéré comme rectangulaire dans le PDF. Voilà. Alors ici, j'avais encore une autre zone sensible que j'avais mise, je ne sais pas. Ah oui, c'était là, c'était la Meuse. Voilà. Voilà. Donc là, pour l'instant, l'histoire des blocs texte sur le côté, je ne me suis pas encore occupé de ça. J'ai juste fait en sorte que mes boutons soient invisibles et quand je clique sur eux, il y a une info qui apparaît. Je vais fermer ici le bloc et aller agrandir les boutons pour qu'ils soient plus grands, pour que je ne doive pas chercher où il faut cliquer. Voilà, c'est ennuyeux quand même, hein, s'il faut chercher où il faut cliquer. Moi, ils peuvent être grands comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors ici. Voilà, on va quand même essayer de pas qu'ils ne se superposent pas. Les boutons. Le pont, ben voilà, le pont il va être comme ça. Ok, on va faire comme ça pour le pont. Vous avez vu, tout simplement, j'ai agrandi les boutons invisibles. Ah, c'est pas facile, hein, vous venez de découvrir la technique et vous êtes déjà en train de faire quelque chose. C'est aussi intégré un petit peu. Oui, oui, dans le texte ici, comme dans InDesign, vous pouvez intégrer des images qui sont ancrées dans le texte. Oui. Vous savez qu'on peut aller insérer une image dans le texte. Ou alors, il aurait fallu la grouper avec le texte. Non, c'est simplement placer le curseur texte, créer un paragraphe spécialement pour l'image et aller importer l'image. Mais ce serait pas mal de d'abord l'importer à côté, sur le plan de travail, la réduire à la bonne dimension, la couper par commande X et aller la coller à cet endroit-là alors. Hein. Copier-coller alors? Oui, un copier-coller, c'est ça. Plutôt que de directement aller la chercher sous le disque dur et l'amener dans le texte là, l'amener sur le côté de la page dans InDesign et la redimensionner, la copier et la coller dans le texte ici, oui. Mais ceci dit, je ne vous demandais pas d'aller aussi loin que ça. De mettre une image dans le bloc, mais enfin techniquement, oui, c'est du InDesign normal, ça, c'est ce qu'on appelle les images ancrées dans le texte. Alors, j'en étais où? Ah oui, aperçu de l'interactivité ici, je vais retester ça. Voilà. À partir de là, oui, la petite main apparaît beaucoup plus, c'est quand même plus sympa. Bon, le bouton tout supprimer n'a pas beaucoup d'intérêt. Puisque les boutons sont de toute façon, les boutons avec l'information texte là, sont de toute façon prévus pour que quand on clique sur eux, ils effacent les autres. Hein, on l'avait fait ça. Hein. Mais c'est sympa ce genre de choses. Hein. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à la programmation de... Quand je clique sur le bouton une seconde fois, peut-être, il fait apparaître le texte. Enfin, non, une première fois, hein, puisque ce bouton, j'ai jamais cliqué sur lui. On est d'accord, hein. Quand je clique là, c'est pas sur la zone texte que j'ai cliqué, c'est sur un bouton qui fait apparaître la zone texte. Donc je dois programmer le fait que quand je clique sur cette zone texte, ça fait apparaître l'information ici sur le côté. Et ça fait quelque chose de pas mal quand même déjà. Bon, là je termine. Pour m'y retrouver, il faut que je nomme bien les zones de texte longues sur le côté
et que je les transforme en boutons. Sinon, je n'arriverai pas à les télécommander leur affichage. Donc, voilà. Et elles sont masquées jusqu'au déclenchement, c'est mieux. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, en ayant un petit scénario bien rodé, je veux dire, en ayant bien pensé l'interactivité sur sa page, on arrive à des choses très sympas. Et il se trouve qu'au début de l'HTML, on arrivait à faire déjà ce genre de choses. Les zones sensibles, les objets qui apparaissent quand on clique sur un autre, ce sont des choses très très basiques et qui permettaient déjà de faire des choses bien. Voilà. Bon, après avoir nommé correctement et transformé en bouton mes zones de texte longues, le texte est trop petit chez moi. Il faudrait que ce soit plus grand. Il faut penser que c'est pour afficher sur un écran, mais bon. Je reviens sur mes zones qui s'affichent, mes zones d'information. Alors ici, j'ai fait la fin. Donc, la petite zone qui est apparue là, c'est un bouton, bien sûr, que j'ai programmé pour faire apparaître une des trois zones de texte qui sont sur la droite. Donc, zone texte dessus, celui-là. Ici, ça va être zone texte milieu et l'autre zone texte bas. Et pour y arriver, bien sûr, j'ai dû au préalable les trois zones texte ici les transformer en boutons chacune pour qu'ils soient accessibles par les autres boutons. Et ils sont masqués jusqu'au déclenchement. Zone texte milieu, zone texte bas. Alors, je vais tester, et c'est là que ça devient intéressant. Vous allez voir qu'on a un conflit parce qu'on a des boutons au même endroit. Donc, quand je clique, ça fait apparaître ça. Et normalement, quand je clique là, ça doit faire apparaître le texte sur le côté. Essayez l'export du PDF tant que vous y êtes. Oui, PDF interactif, hein, puisque pour l'instant, on n'a utilisé que l'aperçu de l'interactivité EPUB. Mais essayez l'export PDF interactif. Alors, ça va s'ouvrir normalement dans un lecteur PDF, puisque j'avais demandé dans la boîte d'exportation d'ouvrir après exportation. Donc normalement, en effet, ces boutons ici, il faudrait les mettre à côté de la zone, mais la zone est grande. Donc, on peut modifier le projet. Faire ceci, je suis revenu dans InDesign. Le bouton ici, la zone, je peux très bien la faire comme ça, en petit. Aller chercher dans la palette des calques l'objet. Lui mettre une couleur de fond transparente. Donc, un petit coup de nuancier, on va le mettre en jaune ici. On va augmenter la transparence, objet, effet, transparence. Voilà, je vais mettre à 20. 40. Comme ça, ça fait une petite zone où on voit qu'il y a quelque chose à cliquer à cet endroit-là. Ok, ça peut être dans une autre couleur aussi. Voilà. Tant que j'y suis, je vais convertir ça en un cercle au lieu d'un carré. Objet, convertir la forme, ellipse. Voilà. Voilà. Et donc, on ne met pas ça au même endroit que le bloc d'à côté et le tour est joué, quoi. Voilà, bon, alors je teste. Bon, c'est un peu moins sympa parce qu'on a des zones là. Là, ça marche. Quand on clique sur elle, forcément, elle fait apparaître le texte. Alors, je pousse encore plus loin ici. Vous avez vu que les trois zones bleues là apparaissent en permanence, mais si je fais ceci, je sélectionne une zone bleue ici. Je vais dans boutons et formulaires. Je crée un état survol.
Je lui crée un état survol, mais je travaille sur l'état normal. Dans la palette des calques, je vais sélectionner le rectangle qui est à la base de cet état normal. Donc le bouton sera invisible tant qu'on ne le survole pas. Ça peut être sympa. Objet, effet, transparence, 0%. Je vais recommencer pour le reste. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Je suis juste avec ceux qui sont allés le plus loin, en train de montrer ce qu'il est possible de faire. Donc je resélectionne le bouton suivant, là voilà. Je lui crée un état survol, mais je travaille sur l'état normal. Dans la palette des calques, je vais sélectionner le rectangle qui est à la base de cet état normal. Donc je me sers toujours bien de ces petits signes qui m'indiquent sur quel objet je suis en train de travailler. Lequel est sélectionné. On est bien d'accord. Hein. Voilà, je sélectionne l'ellipse. Objet, effet, transparence, 0%, OK. Et le troisième. Dans la palette boutons et formulaires, je crée un état survol, mais je travaille sur l'état normal. Dans la palette des calques, je vais sélectionner l'ellipse qui est à la base de cet état normal et objet, effet transparence, 0%. Donc comme ça, je devrais avoir une petite scénarisation intéressante. Quand on survole, on voit les zones qui apparaissent. Bon, si c'est difficile de les trouver, on peut les faire plus grandes. Quand on clique, ça fait apparaître ça. Et quand on clique là-dessus, ça fait apparaître le texte. Donc tout marche comme il faut. Maintenant, tu dis que chez toi, quand on survole, elle n'est pas transparente. Le problème que tu avais, c'est que tu avais mis la transparence sur le bouton. C'est-à-dire que quand on sélectionne ici le bouton, dans la palette des calques, la transparence était sur le bouton ou l'état effleuré, mais en fait c'était sur l'objet qu'il fallait mettre la transparence. Via la palette des calques, on va rechercher l'objet à l'intérieur, voilà. Bon, ceci dit, on peut aussi y arriver, je pense, par la flèche blanche. On peut arriver à l'objet directement, je pense aussi, mais bon, la palette des calques, c'est pas mal. Donc c'est vraiment la transparence, c'est sur l'objet, c'est pas sur le bouton qu'on doit la mettre. Sinon, en effet, dans l'interactivité, il n'est pas transparent.